Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle plongée en profondeur d'aujourd'hui. On va aborder un sujet vraiment vertigineux. Ouais, le mot est faible. Bonjour Sam, je suis vraiment ravie d'être là pour en parler. Et moi, je suis ravi de t'accueillir pour décortiquer ça avec nous. Alors, le programme, c'est de se plonger au cœur d'un livre qui s'appelle Les pouvoirs de l'esprit. C'est écrit par Michel Levancuen, qui est un chercheur en neurosciences, et l'objectif de notre discussion, c'est d'extraire vraiment la moelle de ce livre qui bouscule tout ce qu'on pensait savoir sur notre propre cerveau. C'est exactement ça. Et c'est un livre qui s'adresse, disons, pas forcément aux experts en blouse blanche, mais plutôt aux personnes curieuses, tu vois, ceux qui se sentent un peu submergés par le rythme de la vie moderne. Ouais, la charge mentale constante, le stress, on connaît tout ça. Voilà. Et qui cherchent à reprendre le contrôle de leur bien-être, de leur santé mentale, mais sans se noyer dans un jargon médical incompréhensible. L'idée, c'est de vulgariser, de rendre ça hyper accessible. Tout à fait. Et la problématique de base, elle est assez forte. En fait, depuis René Descartes au XVIIe siècle, la science a tracé une ligne super stricte. D'un côté, on a le corps, la matière physique, et de l'autre, on a l'esprit qui serait purement immatériel. La fameuse séparation corps-esprit. Ouais, c'est ça. Sauf que, et c'est là tout le propos du livre, que se passerait-il si nos pensées les plus intimes, nos émotions, avaient en fait le pouvoir de remodeler littéralement, physiquement, la structure même de notre cerveau? C'est une question incroyable. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire les pépites de cet ouvrage pour donner envie à ceux qui nous écoutent de s'y plonger entièrement, parce que ça change vraiment la perspective qu'on a sur nous-mêmes. Carrément. Bon, décortiquons ça, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et le livre s'ouvre sur une rencontre qui a l'air de sortir tout droit d'un film, en fait. Le choc entre l'expérience purement subjective et la science clinique dure. Ah oui, la fameuse rencontre à Paris. Exactement. On est au début des années 2000, dans les sous-sols de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Un endroit très clinique, très froid. Et là, on a deux mondes qui se croisent. D'un côté, Francisco Varela, un neurobiologiste ultra reconnu. Très rationnel, très axé sur les données. Voilà. Et de l'autre côté, on a Mathurita, le célèbre moine bouddhiste. Et visuellement, la scène doit être complètement folle. On a ce moine, avec sa toge orange vif, le crâne rasé, et il a un espèce de casque rempli de dizaines d'électrodes branchées sur la tête. C'est une image tellement forte. Et il était en train de méditer, n'est-ce pas? Oui, il est en train de pratiquer une méditation sur la compassion universelle. Et pour que ce soit clair pour tout le monde, un électroencéphalogramme, c'est un peu comme si on essayait d'écouter les applaudissements de millions de spectateurs dans une salle de concert, mais juste de l'extérieur, pour deviner l'ambiance globale. C'est très global comme mesure. C'est une super analogie. Et ce qui est fascinant ici, c'est que Varela a enregistré des ondes gamma d'une ampleur vraiment sans précédent. Des ondes gamma, c'est-à-dire... Partie du cerveau. Waouh. Ouais, c'est la preuve physique, enregistrée sur une machine, qu'une activité mentale complètement pure et subjective, comme ressentir de la compassion, produit un effet physiologique massif et mesurable. C'est là que le fameux gouffre de Descartes s'effondre. Le vécu intime à la première personne rejoint la biologie à la troisième personne. C'est fou de se dire qu'une simple intention laisse une trace électrique pareille. Mais du coup, si la science prouve qu'une pensée génère une onde physique d'une telle force, est-ce que cette onde peut laisser une trace permanente? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, la neuroplasticité! Raconte l'histoire du père de Georges Bachérita. Imaginons un instant la scène. C'est un homme âgé, terrassé par un accident vasculaire cérébral très grave. Il est condamné à la paralysie par la médecine de l'époque. On lui dit que son cerveau est détruit. Point barre. Le pronostic était sans appel. C'est ça. Et pourtant, cet homme décide de se traîner dans son jardin. Il réapprend à marcher en commençant à quatre pattes, comme un bébé. En forçant le mouvement tous les jours, il ne fait pas que bouger ses bras et ses jambes. Il force son cerveau à se recabler en direct. Si l'on relie ça à une vision plus globale, ça détruit un autre grand mythe. L'idée que le cerveau d'un adulte est un système complètement figé, un bloc de béton qu'on ne peut pas modifier. Ouais, on a longtemps cru que, passé un certain âge, c'était fini, on perdait juste des neurones. Et c'est faux. Le cerveau reste malléable. Et le livre illustre ça avec un autre exemple qui est profondément bouleversant, celui de Jean-Dominique Bauby. Ah oui, l'auteur du Scaphandre et le papillon? C'est ça. Cet homme a été frappé par ce qu'on appelle le locked-in syndrome. Son esprit était totalement intact, vif, brillant, mais son corps était une prison de chair.
Il ne pouvait bouger qu'une seule chose, son œil gauche. Juste la paupière gauche, ouais. Exactement. Et en clignant de cet œil gauche, environ 200 000 fois, il a dicté un livre entier. Mais d'un point de vue neurologique, l'effort mental pour transformer un simple battement de cils en un langage complexe, ça a exigé une neuroplasticité phénoménale. Il a créé de nouvelles connexions neuronales par la pure force de son esprit et de son intention. C'est incroyable. C'est comme si à la naissance, on recevait une maison, mais la maison est presque vide. Il n'y a que le tableau électrique principal qui est installé. Je vois l'image. Et ensuite, tout au long de notre vie, ce sont nos pensées, nos expériences, nos efforts qui viennent littéralement tirer les câbles dans les murs et brancher les lampes une par une. On est notre propre électricien, quoi. C'est une métaphore très parlante. Et c'est puissant parce que ça veut dire que ce recablage, on peut s'en servir consciemment. On peut utiliser cette plasticité pour se soigner. Ouais, et c'est ce qu'on appelle les super-pouvoirs pratiques dans notre discussion. Sachant que le cerveau est malléable, comment on exploite ça au quotidien? Et ça m'amène à un sujet un peu controversé, l'effet placebo. Le livre parle du pharmacien Émile Coué. Ah, la méthode Coué, à 3. Exactement. Au début du XXe siècle, ce pharmacien a guéri une femme avec une simple fiole d'eau sucrée en la persuadant que c'était un remède puissant. Il a posé les bases de l'autosuggestion. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. La fameuse phrase, ouais. Mais là, je me fais un peu l'avocat du diable. L'effet placebo, c'est pas juste une grosse ruse de notre esprit, enfin, je veux dire une illusion purement psychologique parce qu'on est rassuré. C'est la réflexion classique. Mais la réponse de la science d'aujourd'hui est catégoriquement non. Ce n'est pas qu'une simple ruse. Ah bon? C'est physique alors? Totalement physique. Quand une personne croit fermement à un traitement, cette croyance intime modifie réellement les équilibres biochimiques dans son cerveau. Ça agit de manière très précise sur une zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. D'accord, et ça fait quoi cette zone? Ça déclenche la libération d'endorphines, qui sont nos propres antidouleurs naturelles, et ça réduit très concrètement la transmission du signal de la douleur. C'est mesurable au scanner. L'esprit ordonne à la matière de produire sa propre pharmacie. Donc le simple fait d'y croire fabrique le médicament à l'intérieur de nous. C'est fou. Et ça va même plus loin que la douleur. Le livre cite l'exemple stupéfiant d'une chanteuse de jazz qui souffrait de crises d'épilepsie très sévères. L'épilepsie, c'est quand même un trouble électrique majeur du cerveau, non? Oui, ce sont des tempêtes électriques massives. Eh bien, cette femme parvenait à bloquer ou au moins atténuer ces crises simplement en sentant l'odeur du jasmin au début de la crise, puis en associant cette odeur à un bracelet en argent qu'elle regardait. Attends, juste en sentant une fleur et en fixant un bout de métal. Exactement. C'est du conditionnement neuronal. Par la neuroplasticité, elle a créé un chemin de dérivation. L'activation du réseau olfactif et visuel court-circuitait la crise d'épilepsie. Elle reprenait le contrôle par son esprit. Mais c'est de la magie. Enfin, de la magie biologique, quoi. Ça me fait penser à une autre technique dont on entend de plus en plus parler, le neurofeedback. Oh oui, le neurofeedback, c'est fascinant. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est littéralement comme un jeu vidéo, mais on pilote son propre cerveau, sans aucune manette. On est branché à des capteurs, on voit son activité cérébrale sur un écran, sous forme de jauge ou de graphique. Et l'idée, c'est de réussir à faire bouger cette jauge juste par la pensée. C'est ça. Et à force d'essais et d'erreurs mentaux, on arrive à muscler des zones très précises de notre cerveau. Par exemple, l'insulin. En entraînant cette région avec le neurofeedback, on peut traiter des troubles de l'attention ou même augmenter drastiquement sa capacité d'empathie. L'empathie, voilà un mot-clé fondamental. Parce que dès qu'on parle d'empathie, on réalise que le cerveau n'est pas juste un organe tourné vers lui-même. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour nos relations aux autres? Ça veut dire que notre cerveau est câblé pour l'aspect social. Et ça, c'est prouvé par l'histoire des chercheurs de l'université de Parme. Ah oui, l'histoire avec les cacahuètes. J'adore cette anecdote. Elle est géniale, n'est-ce pas? En gros, ces chercheurs étudiaient le cerveau d'un singe macaque. Ils avaient placé des électrodes pour enregistrer quand le singe prenait une cacahuète. Et ça faisait du bruit dans les haut-parleurs du labo, genre des crépitements. Exactement. Sauf qu'un jour, un chercheur prend lui-même une cacahuète sous les yeux du singe qui, lui, reste totalement immobile. Et là, surprise, les machines s'emballent.
Le cerveau du singe réagissait comme s'il faisait lui-même l'action. Voilà, c'est la découverte majeure des neurones miroirs. Et cela soulève une question importante. Notre esprit n'est absolument pas une forteresse isolée. L'action d'une autre personne s'imprime littéralement sur nos propres réseaux neuronaux. Donc, quand je vois quelqu'un se faire mal, se coincer le doigt dans une porte, par exemple, et que je grimace, c'est pas juste de la politesse ou un concept moral, mon cerveau simule physiquement sa douleur. Tout à fait. C'est l'empathie hard-codée dans notre biologie. L'autre a le pouvoir d'agir en profondeur sur nous. Et ça, quand on y réfléchit pour notre vie de tous les jours, la valeur pratique est immense. On vit dans une société moderne, hyper connectée, on voit des milliers de visages et de situations sur des écrans toute la journée, mais on se sent paradoxalement hyper isolé et surtout très stressé. C'est le mal du siècle. Ouais, clairement. Et comprendre cette neuroplasticité, comprendre que notre cerveau est comme une pâte à modeler sensible à notre environnement et à nos pensées, c'est offrir une vraie cure de désintoxication mentale. Oui, c'est reprendre le volant, d'une certaine manière. Au lieu d'accepter le stress comme une fatalité biologique ou de s'en remettre uniquement à la surmédication, on réalise qu'on a une marge de manœuvre phénoménale. L'autonomie revient à l'être humain. C'est un message hyper optimiste en fait. On n'est pas déterminé d'avance par nos gènes à 100%. C'est l'esprit profondément humaniste de l'ouvrage, au-delà de tous les détails techniques ou cliniques qu'on vient d'évoquer. L'être humain n'est pas un simple automate neuronal, tu vois. Il n'est pas dénué de libre arbitre. Non, au contraire, il est l'architecte de lui-même. Exactement. Le livre cite d'ailleurs le philosophe Pic de la Mirandole, un grand penseur de la Renaissance. Et il disait une chose magnifique. Notre dignité, en tant qu'humain, réside précisément dans notre plasticité infinie. Contrairement aux animaux, qui sont très guidés par des instincts fixes, nous avons la capacité de nous créer nous-mêmes tout au long de notre vie. Et la lecture de ce livre, de Michel Levancuyen, ça nous donne justement le mode d'emploi, les clés pratiques pour devenir cet architecte conscient de notre propre cerveau. C'est vraiment fascinant. Ça donne envie de se mettre au travail, mentalement parlant. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, avant qu'on se quitte, j'ai une dernière réflexion. C'est quelque chose qui n'est pas écrit tel quel dans le livre, mais quand on met bout à bout tous ces concepts, ça laisse songeur. Ah, je t'écoute. Si de simples pensées positives, ou la méditation, ou le simple fait de croire à un placebo, ça suffit à renforcer physiquement les zones de notre cerveau liées à la compassion, à la sérénité et à la guérison, Oui, quel est l'impact physiologique invisible, mais très réel, du flux constant d'informations anxiogènes qu'on s'inflige tous les jours? Je veux dire, quand on passe des heures à scroller sur les réseaux sociaux, à absorber des polémiques, des drames, des peurs, qu'est-ce que ça sculpte au quotidien dans notre architecture neuronale? ouf. C'est vrai que si les neurones miroirs s'activent pour la douleur physique, ils s'activent aussi pour l'angoisse ambiante. Exactement. Si la neuroplasticité grave dans le marbre ce qu'on répète le plus souvent, est-ce qu'on ne se sculpte pas collectivement des cerveaux taillés pour l'anxiété chronique? Et la vraie question qui en découle, c'est comment on va décider dès aujourd'hui d'inverser cette tendance par nos propres choix d'attention? C'est une question très puissante pour terminer. Ouais. Je crois qu'on va laisser cette réflexion en suspens pour que tout le monde puisse y penser de son côté et franchement, la meilleure façon de trouver ses propres réponses, c'est d'aller découvrir cet ouvrage. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette plongée, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé, merci à toi Sam. À la prochaine pour une nouvelle exploration.